Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Lors de ma dernière vidéo, on s'était arrêté à la couture de cette magnifique robe Brianna et on avait commencé la découpe d'un gilet en fausse fourrure. Si vous vous en rappelez pas, je vous invite à aller checker en barre d'infos, je mettrai le lien de la dernière vidéo. Je pense que je remettrai également le début de la vidéo dans le lien là-haut, tout qui va se présenter. Donc si jamais vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite fortement à aller la voir parce qu'on va continuer ce qu'on était en train de faire. Donc dans la dernière vidéo, j'avais cousu le haut de la robe Brianna, donc le haut est entièrement doublé, le buste est intégralement doublé dans un magnifique lin viscose rose, super doux, ça va être très agréable pour cet hiver. J'avais également cousu les jupes, toutes les jupes, donc là il me reste à assembler les jupes au buste. Et on va commencer tout de suite par ça. Par contre, il y a une étape par laquelle on va commencer, et de toute façon j'ai pas trop le choix de commencer par celle-ci, c'est de faire les fronces. Et ça c'est une étape que j'aime pas du tout. Désolée, je vous le redis tout de suite en début de vidéo, mais s'il vous plaît, vous pouvez désactiver vos bloqueurs de publicité. Et s'il vous plaît, également, est-ce que vous pouvez regarder les publicités qu'il y aura dans cette vidéo? Merci. Si jamais vous vous demandez pourquoi, je vous invite à aller voir la précédente vidéo. Il m'arrivait un petit truc et j'ai besoin que vous regardiez ces vidéos et ces publicités. Donc au niveau des jupes, on en était là. J'ai tout ça à froncer pour que ça arrive ici. Et au cas où vous auriez un petit peu de retard, oui, j'ai mis des poches dans la robe. Et les poches sont dans le même lin viscose rose qui m'a servi à doubler la robe. Donc c'est parti. On est reparti pour froncer. J'ai déjà cousu mon fil de fronce dans la précédente partie. Mais maintenant, il faut que je le serre pour que ça matche avec le buste. Donc je vais retirer le buste parce que j'en aurai besoin pour faire matcher les longueurs. Sinon, c'est pas très intéressant. Hop, donc c'est parti. Je vais mettre le buste. Hop, je vais prendre que le buste extérieur. Je vais pas prendre le buste doublure. Quoique, non. Je vais pas prendre le buste doublure. Le buste doublure, je préfère le coudre à la main, que la finition soit plus impeccable, on va dire. Donc, c'est parti, je vais retourner du coup la jupe, voilà, et je vais passer tout ça à l'intérieur. Je vais épingler couture côté avec couture côté, hein, ça change pas trop. Par contre, comme dans la précédente vidéo, au lieu de faire un fil qui fait tout le tour de la robe, j'ai fait un fil de fronce pour le devant et dans la même idée, un fil de fronce pour l'arrière. Tout ça pourquoi? Pour que j'ai moins de quantité de fronce à gérer et que ça soit plus facile à répartir. Donc même si on a les coutures côté qui nous aident, je trouve que quand on n'a qu'un seul fil à s'occuper pour un demi-tour quoi, un demi-devant, enfin un dos ou un devant, c'est plus facile de faire comme ça. Enfin, après chacun fait comme il veut, chacun fait comme il veut, mais j'avais fait ça pour les panneaux de la jupe parce qu'il y a 6 panneaux au total et donc en fait j'ai réparti mon fil de fronce en 6 fils. Comme ça, j'ai froncé à chaque fois chaque panneau. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, si c'est pas très clair, allez voir la vidéo précédente. J'explique tout ça. Là, par contre, j'ai 3 panneaux de la jupe, mais je n'ai qu'un seul panneau, entre guillemets, pour le devant. C'est pas grave. Je vais m'en sortir. Il doit y avoir un milieu quelque part. Alors, on va essayer de répartir bien, pas que ça soit juste centré à un endroit. Donc, j'ai fait demi-devant. Je vais tout de suite épingler parce que j'ai la bonne longueur. Ça, je sais que si je tire un peu trop de l'autre côté, ça bougera pas l'endroit de mes fronces. Ça, c'est bon. Et maintenant, l'autre demi. Yes. Donc là, le fil, il est sur la bonne longueur. Et je vais juste le bloquer. Donc en fait, ma technique, je tire le fil de fronce jusqu'à temps qu'il fasse la bonne longueur. Une fois qu'il fait la bonne longueur, je le bloque en faisant un espèce de 8 autour de l'épingle. Et ensuite, je répartis mes fronces parce que mon fil étant bloqué, il va pas s'agrandir ou se rétrécir. Donc je vais pouvoir après répartir les fronces dessus. Disons que c'est comme si j'avais une main supplémentaire qui bloquait mon fil à cet endroit-là. Enfin, une ou des. Je pense que je devrais le faire à 2 mains. L'idée, c'est de faire un truc comme ça. Hop. Et là, je me dis, je vais avoir un truc chaud à faire parce qu'il va falloir que je couse correctement sur le passe-poil, étant donné qu'il y a des fronces juste en dessous. Ça, j'ai jamais fait. Donc, j'ai fait le devant. Maintenant, je vais froncer le dos et je vais essayer de trouver le milieu dos tout de suite. Donc, il est là et l'autre, il est là. Comme ça, je vais froncer demi-dos en premier. Mais il faut moins froncer sur le dos, j'ai l'impression, parce que j'ai un peu serré comme pourrine au niveau du fil de fronce. Du coup, je me retrouve un peu coincée parce que j'ai trop foncé. Donc sur le dos, j'ai pas mis de passe-poil, donc je vais pas m'embêter. Enfin, je vais pas m'embêter. Disons que ça va moins m'embêter. Je vais pas avoir besoin de faire méga attention à cet endroit-là. Par contre, le devant, j'avais pas réfléchi à ça. Mais c'est pas grave, c'est fait, hein. Je vais juste devoir prendre méga mon temps et bien positionner
les fronces pour que ça soit bien cousu pile poil et qu'on voit pas un surjet dépassé. Ce qui serait un peu dommage. Vraiment, c'est pas compliqué les fronces, mais qu'est-ce que j'aime pas faire ça. En fait, j'ai l'impression de perdre mon temps. Enfin, c'est pas vraiment une perte de temps, mais c'est pas fun, je m'amuse pas à faire ça, quoi. Je m'amuse, par exemple, à poser du passepoil, à faire des poches paysannes, ça m'amuse, ça m'éclate. Bon, faire des fronces, je trouve pas ça foufou, quoi. Ça me passionne pas du tout. Je sais pas si c'est la passion de certaines d'entre vous ici, mais moi, c'est pas mon cas. C'est joli, hein, sur un vêtement et tout, mais à faire, c'est pas mon kiff, hein. Bon. Je propose donc de commencer par coudre le demi-dos, comme ça après je me concentrerai sur le devant. C'est pas très compliqué, il faut que je suive la ligne où j'ai cousu le passepoil. Le seul truc c'est qu'il faut pas qu'il y ait un surjet qui se mette mal, quoi. Donc c'est parti. Je vais un peu faire de place, parce que là j'ai un peu pas beaucoup de place. Hop. Donc j'étais encore avec mon fil rose de la doublure. Je vais l'enlever et je vais revenir au fil bordeaux de la robe de départ. Je suis un peu une maniaque sur les canettes et les couleurs. Autant les surjets à l'intérieur, je m'en fous royal. Généralement, je fais de la couleur de l'envers du tissu. Sauf si j'ai quelque chose d'autre qui est monté sur la machine. Là, par exemple, sur la machine, j'avais du bordeaux qui était monté. On pourrait se dire que ça matche bien avec la couleur du tissu, qui est celle-ci, je vous le rappelle. Donc bordeaux, ça peut bien aller. Sauf qu'en fait, l'envers du tissu est blanc. C'est un tissu qui est imprimé par. L'envers est blanc. Il aurait mieux fallu que je mette un surjet blanc. Mais j'avais la grosse flemme de changer toutes mes bobines. Donc je me suis dit que j'allais laisser bordeaux, que c'était pas grave. Mais autant sur la surjeteuse, je suis pas, comment dire, très à cheval sur la couleur des bobines. Autant sur le fil à coudre, faut pas déconner, même si on pourrait mettre du gris partout, parce que c'est une couleur qui va prendre la couleur d'à côté. J'aime bien quand même mettre de la bonne couleur. Hop, je pourrais bien ressortir mon fil. Et c'est parti, let's go. Vous voyez pourquoi je vous disais que coudre les jupes au buste, c'était vraiment la dernière étape à faire. Après avoir fait la doublure, après avoir posé les manches, etc. Ça devient hyper encombrant et encore là c'est en boule. Enfin, c'est pas juste un tissu tout plat. J'ai vraiment toute la robe qui est en boule ici. Il faut que je fasse le tour. Et donc là je suis arrivée à l'étape fatidique où je dois bien coudre pile poil sur la couture du passepoil pour que les fronces ne viennent pas cacher le passepoil. Je vous avoue que là, je suis un peu stressée. J'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça. J'aime bien poser du passepoil, mais là, j'avais pas réfléchi qu'il allait avoir des fronces à cet endroit-là. Donc j'espère que ça va bien se passer, parce qu'en plus, passepoil blanc, ça va se voir à mort si jamais je le bouffe. Moment fatidique, on va tout retourner. Avant ça, je vais enlever les épingles, parce que j'en ai laissé pas mal. Hop, je vais voir, avant de retirer les fils de fronce, si c'est ok. Il me reste pas des... Non. Bon alors, comme ça, c'est un peu cracra, hein. Ouais, il y a des fils un peu partout. Il y a les fils de fronce qui se mélangent aux fils du tissu qui sont en train un peu de s'effilocher. C'est trop bien. Attendez, je vous montre. Je vous remonte un petit peu. Voilà, je pense que vous êtes bien cadrés. Alors, hop, voilà ce que ça... Attendez, je vais bien remettre la doublure parce que là, ça fait un peu, je dirais une robe siamoise, quoi. Une robe collée à une autre robe, mais en fait, c'est juste la doublure. Est-ce que... Hop là, elle est super lourde. Vous voyez le passepoil blanc qu'il y a? C'est le passepoil de la ceinture. Et en fait, ce que j'avais peur, c'est que le passepoil du bas, comme il y a les fronces ici des jupes et qu'il y a des fronces partout, autant là, le haut, il y avait des fronces, mais juste un petit endroit ici à la poitrine et pareil de l'autre côté. Ça me faisait pas trop peur. Par contre, le fait qu'il y avait des fronces juste partout sur la jupe et qu'il y avait beaucoup de fronces, je m'étais dit qu'à un moment, je vais me louper et je vais manger le passepoil, on le verra plus. Mais en fait, non, c'est nickel. Alors, je suppose que parmi vous, il y en a qui trouvent ça peut-être inutile de mettre du passepoil parce qu'on le voit pas forcément hyper bien, ça sert un peu à rien. C'est vrai que ça n'apporte rien d'exceptionnel, mais moi j'aime bien, ça soulève la découpe. Je trouve qu'on voit un peu mieux comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est enlever ces fils de fronce et je vais pouvoir commencer la couture du gilet. Parce que les finitions, ça j'aime bien le faire à la main, dans mon canapé, tranquille. Donc je vais pas les faire tout de suite et généralement je les fais pas en vidéo parce que comme je le fais dans mon canapé, généralement je suis en pyjama, c'est pas super bien éclairé, à part juste la lampe qui éclaire la zone où je travaille. Donc ça je vous montre pas, mais je vais juste retirer les fils de fronce. Je vais la mettre là. Et ensuite, on s'occupe du gilet en fausse fourrure. J'ai fini de retirer tous mes fils de fronce. Vas-y, j'ai trop envie d'aller l'essayer. Je vais essayer ça. Oh, ça tombe trop. La ceinture, elle tombe pile comme j'aime bien. Test des poches. Oh là, mais les manches. Ah, c'est trop comme je voulais les manches. C'est trop pratique. Et bah, vous verrez pas tout de suite. Maintenant que la robe est terminée, elle est là, elle attend. Et elle attend quoi? Elle attend son gilet. Et oui, mesdames et messieurs, on va donc s'attaquer maintenant au gilet Dougal en fausse fourrure.
Donc, toutes les pièces ont déjà été coupées. Elles sont ici dans le carton. Donc j'ai les pièces en fausse fourrure, j'ai les pièces en doublure, qui, je vous le rappelle, proviennent de la doublure du plaid Action dans lequel j'avais fait la version test, voir si ça fonctionnait. Et normalement, j'ai coupé des poches parce que je veux mettre des poches dans la couture. Normalement, sur la version d'origine de Dougal, alors j'espère qu'on verra bien, sinon je vous la mettrai à l'écran, on a des poches plaquées sur le devant. Sauf que, comme il y a de la fourrure, j'ai pas envie de faire des poches plaquées, je trouve ça pas très joli. Peut-être que je me trompe, mais dans ma tête, la fourrure, il faut qu'elle reste lisse, sinon ça va être pas très joli et puis ça va être chiant de respecter les rayures, etc. Donc, poche dans la couture côté. Sauf que, il faut que je les positionne bien. On va donc commencer par ça, tout simplement. Pour la suite, je vais vous rebasculer, donc on arrête le ciseau micro. Et puis je vais vous rattacher. Normalement là, ça devrait être beaucoup mieux. Le son ne devra pas saturer. Je vais commencer d'abord par coudre la doublure. Alors vous allez voir que c'est assez facile. Comme il faut que je couse tout avec des coutures invisibles, je ne vais pas faire de surpiqûre une fois que tout le tour sera fait. Je ne vais pas fermer les côtés. Parce que on a des manches ouvertes, enfin des manches ouvertes, on a un trou si vous voulez au niveau de la manche, c'est un trou fermé, enfin c'est le principe d'un trou quoi, sinon ça serait pas un trou. Enfin bref, on peut pas faire la couture comme ça, donc il va falloir que je laisse les côtés ouverts, donc je vous montre à quoi ça ressemble. J'ai donc cousu la doublure comme ceci, j'ai même déjà posé l'étiquette, je pense que vous la verrez bien. Et comme je vous le disais, on ne coupe pas les côtés, donc on va se retrouver avec deux pièces comme ça. Je fais exactement la même chose pour la partie en fourrure. Alors, pour la partie fourrure, je vais pas m'embêter. Je garde la même aiguille, je garde le même fil. Je vais peut-être juste augmenter la longueur de point parce que comme il y a beaucoup de poils, c'est assez épais. Mais je ne vais absolument rien faire de différent pour ce qui est de la couture. Je vais juste manipuler mes pièces avec un peu plus de précaution parce qu'il y a des poils qui volent. Mais pour le moment, je ne change absolument rien. Donc je vais coudre au même endroit au niveau des épaules. Juste, on se trompe pas d'épaule. Hop. Je vais positionner et là, au lieu de prendre des épingles, je vais plutôt faire des pinces. Juste, je vais essayer de vous montrer. Mais pour épingler, je vais mettre les poils vers le bas pour que ça soit plus joli au moment où on va retourner et pour me faciliter la tâche également. Je sais que quand j'avais cousu la version toile avec le plaid, j'ai passé énormément de temps à bien positionner les poils à chaque fois que je voulais mettre une épingle pour la couture. C'est pas très compliqué, c'est juste long à coudre parce que il faut bien mettre les poils. Et en fait moi à chaque fois je passe comme ça, alors, je sais pas si on verra, mais je passe mon doigt, hop, et ensuite je ferme les deux côtés et je maintiens avec des épingles. Donc j'ai fait les premières épaules et on va faire tout de suite la deuxième. Hop, hop là. On met des pinces, on passe bien, on place bien les poils en mettant les faces face à face. C'est juste ça qui est un peu plus embêtant, mais sinon ça va tout seul. J'ai épinglé, donc je vais coudre et je vous montre ce que ça donne. Voilà, je me retrouve avec exactement la même pièce, mais cette fois-ci dans la fausse fourrure. Je vais vous montrer au niveau de la couture et regardez bien, le fait qu'on ait positionné les poils à chaque fois bien comme il fallait, les poils ne sont pas pris dans la couture. Donc là, on voit la trace de la couture. Ce qu'on viendra faire en tout dernier, c'est flouter la couture. C'est-à-dire qu'avec les doigts, on va essayer de tirer les petits poils qui sont pris dans la couture. Des fois qu'il y en ait qui se soient repliés sur eux-mêmes pour invisibiliser, entre guillemets, la couture. On la verra quand même puisqu'il y a des poils qui vont dans un sens, d'autres dans l'autre sens. Mais on n'a pas cet effet où les poils auraient été coupés comme si on avait coupé à la barbare en fait le tissu classique. Comme on a bien coupé juste le fil de fond, on a toute la longueur de poil et on a bien cette couleur. Vous voyez, je pense que ça se voit assez bien à l'écran. On garde le dégradé de couleur dans le poil parce que justement on a gardé tous les poils en surface. Peut-être que ça se verra mieux si je me vous montre vraiment sur la jointure, je sais pas si ça se verra, mais on a pas mal de densité de poils ici et on a très peu de poils qui ressortent puisqu'on les a bien mis dans le sens de la couture. Donc je me retrouve avec ça, mais je vous ai dit que je voulais des poches à ce gilet. Donc avant de passer à l'assemblage du tissu avec sa doublure, il faut que je mette les poches. Et pour mettre les poches, je vais positionner tout ça comme il faut, mais il faut aussi que je les positionne pas trop basses. Je vais vous descendre un peu, je pense que vous verrez mieux comme ça. Donc j'ai mes poches ici, l'idée c'est que, vous voyez, on a les poils ici, mais le fond du tissu est plutôt là, c'est-à-dire que le tissu s'arrête ici, les poils ici. Donc mon tissu s'arrête là, je vais avoir 1 cm de marge de couture, donc il faut que je remonte un petit peu, histoire que ça soit pas trop dans la couture du gilet, sinon je pourrais pas utiliser les poches. Donc je vais mettre cette première poche ici, je vais la fixer là, que j'ai pas pris.
j'ai pas pris les bonnes. Dans ce sens-là plutôt, endroit contre endroit, ça sera mieux. Donc si je mets ma poche là, c'est bon, j'aurai assez de place. Hop, ici, hop là, comme ça on est bon. Et je vais mettre la même chose, je vais rabattre le gilet. Comme je n'ai rien mesuré, c'est juste pour avoir la poche positionnée au bon endroit. Enfin la poche, l'autre partie de la poche quoi. Je pense que vous avez compris l'idée. Hop, ça c'est fait. Donc première poche faite. Je vais faire exactement la même technique. Sauf que là, je vais positionner les poches sur elles-mêmes. Hop, là, et ça va ici. Ça va là. Une au milieu pour dire 2. Celle-là, c'est fait. Je retourne et je vais rabattre le bon côté du devant pour la positionner exactement au bon endroit. Mes poches sont bien face à face, les bons côtés, et c'est tout bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre les poches sur les côtés, juste à ce niveau-là. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, à pas grand chose, hein, parce que c'est juste des poches qui sont cousues. Mais j'ai les devants ici, et j'ai cousu endroit contre endroit. Et puis ensuite, j'ai fait une sous-piqûre, histoire de maintenir la poche bien à l'intérieur. Cependant, il faut que je vous montre un petit truc, pour que vous compreniez bien l'histoire des fourrures, des poils, etc. Quand j'ai positionné mes pièces de poche, je les ai posées endroit contre endroit, et j'ai cousu. J'ai pas bougé tout de suite les poils. J'aurais pu le faire, mais c'était un peu chiant. Donc j'ai décidé de ne pas le faire. Par contre, maintenant, il va falloir que je sorte il va falloir que je sorte les poils de la couture. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. J'espère juste que au moment du montage, quand je vais zoomer, ce sera pas trop flou. Je vais essayer de vous montrer 2 zones différentes. Donc par exemple, ici, de ce côté-là, j'ai déjà sorti les poils. Donc en fait, il suffit juste de passer son doigt et de tirer les poils qui sont pris dans la couture, histoire que ça se floute et on ne les voit pas. Mais vous pouvez le faire très bien avec un petit ciseau, histoire de tirer un petit peu les poils, comme ça. En fait, vous allez vite voir qu'il y a des poils qui vont vers la couture, qui sont pris dessous. Et vous voyez, quand on les retire, ils viennent assez bien. Donc vous pouvez le faire soit avec vos doigts, soit avec une petite épingle, en les retirant comme ça. Mais vraiment tout doucement. Et je pense que ce qui irait mieux même, c'est de le faire avec des gants en latex, style gants de ménage, parce que comme ça accroche bien les poils et ça va les faire ressortir. C'est pas du tout une obligation, mais je trouve que le rendu est beaucoup plus joli quand les poils en fait viennent recouvrir la couture. Vous voyez déjà, ça change par rapport à tout à l'heure, parce que on a sorti les poils et ils viennent recouvrir la couture qu'on a fait, elle devient du coup invisible. Et je vous montre par rapport à un côté que je n'ai pas fait. J'essaie de le mettre là. Hop. Donc celui-là, je ne l'ai pas fait. Celui-là, je viens de le faire avec vous. Donc vous voyez, les poils se mettent bien. Tandis que là, on a l'impression que j'ai mangé des poils. Qu'il y en a qui ont été coupés. Ça fait pas aussi joli qu'ici. Tout simplement parce que j'ai pas tiré les poils. Donc en fait, si je viens ici, que je sors les poils de la couture, je vais avoir exactement le même résultat. Alors vous pouvez vraiment essayer de plein de manières différentes. Moi, je fais avec mon ciseau. Je vois que les poils sortent mieux ainsi. Ça les coupe pas du tout, mais on va vite voir. J'espère que vous verrez bien la caméra parce que c'est pas facile à filmer sous cet angle-là. J'essaie de me rapprocher un peu. Mais l'idée, c'est vraiment de ressortir les poils. Le mieux, ça serait de faire avec un poinçon, mais j'en ai pas. Mais vous savez, vous passez hop comme ça et vous tirez les poils, vous sortez les poils de la couture. Ça, vous êtes clairement pas obligé de le faire tout de suite. Moi, je sais que je le ferai en tout dernier, mais c'est plus facile à vous montrer là que quand tout sera fini. Maintenant que j'ai la partie extérieure et la partie doublure de prête, eh bien il faut que je les assemble toutes les deux. Et donc je vais les assembler par la couture du tour, mais je ne vais pas faire une couture côté pour pouvoir tout retourner tranquillement. Je vais pas faire les coutures côté. Donc je vais positionner endroit contre endroit. Hop, comme ça c'est mieux. Et ça peut être méga compliqué, juste positionner endroit contre endroit. Ici, comme ça. Alors, moi je vais épingler et je vais vous parler d'un truc par rapport à la dernière vidéo, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a posé des questions, étant donné que dans la dernière vidéo et dans celle-ci, ça va être la même. S'il vous plaît, désactivez les bloqueurs de publicité, puisque si vous ne regardez pas les publicités, ou si vous avez un logiciel qui les bloque, et ben nous, créateurs de contenu, on n'est plus rémunérés par YouTube. Et vous avez été énormément à me demander de vous expliquer comment ça fonctionnait la rémunération sur YouTube. Donc, je vais profiter de cet instant où je dois tout épingler pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais essayer de faire du mieux que je peux parce que c'est très flou au niveau de YouTube. Les informations qu'on a sont très peu, détaillées. Mais il faut savoir que pour être rémunéré par YouTube, il y a 2 paramètres à prendre en compte, qui est les annonceurs et le nombre de vues. Alors, il faut savoir qu'en fait, les annonceurs payent à YouTube une certaine somme pour que les vidéos
pour que leur publicité soit vue sur nos vidéos. Le montant de ces annonces, on ne le connaît pas. La seule chose qu'on sait, nous, c'est que YouTube facture un coût pour 1000 vues aux annonceurs. C'est-à-dire que une publicité quelconque, un publicitaire va dire voilà, moi j'ai une publicité qui dure 20 secondes, je veux qu'elle soit vue X fois, mais qu'elle soit diffusée exclusivement, je dis une bêtise, entre 18h et 20h. Donc YouTube va dire ok, ben moi je m'engage à les mettre sur les vidéos et les pubs seront diffusées entre 18h et 20h, entre telle et telle période de l'année, et ça te coûtera autant. C'est ce qu'on appelle le CPM. Mais nous, ça, on n'a pas de notion dessus. Ensuite, nous, quand on fait nos vidéos, on peut choisir d'accepter qu'il y ait des publicités ou non, et on peut proposer des endroits dans la vidéo à laquelle les publicités seront proposées. C'est-à-dire que quand vous voyez une publicité, à un moment, moi j'ai dit, à cet endroit-là, il peut y avoir une publicité. Mais à aucun moment, je ne décide de la publicité qu'il y aura, ni de la durée qu'elle aura. Ça, moi, j'ai pas la main, et je ne sais pas. Je ne peux même pas dire, par exemple, je veux pas qu'il y ait des publicités pour Amazon. Ça, je peux pas dire. Je peux juste dire, oui, je veux bien qu'il y ait des publicités, et c'est tout. Ensuite, nous, on a une valeur métrique qui est le RPM, le revenu pour 1000 vues. C'est-à-dire, combien est-ce qu'on gagne quand 1000 publicités sont vues sur une de nos vidéos. Et il faut dire que faut préciser que le RPM, il est différent pour chaque vidéo, pour chaque période de l'année. Et du coup, on n'a aucun moyen de savoir à l'avance si une vidéo aura un RPM de 15 ou un RPM de 3. C'est-à-dire 3 € pour 1000 vues. Pas 1000 vues de vidéo pour 1000 vues de la publicité en question. Et ça, c'est hyper difficile parce que entre le montant que va payer chaque annonceur pour des publicités, le nombre de publicités qui sera mise dans notre vidéo. Par exemple, si moi je vais donner 10 endroits où je veux bien qu'il y ait des pubs, ça veut pas dire qu'il y aura 10 pubs dans la vidéo. Ça veut dire qu'au maximum, il peut y avoir 10 publicités. Si YouTube estime que la vidéo n'est pas intéressante parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction, il y aura pas trop de pubs. Du coup, peut-être que sur les 10 endroits où j'ai dit là il peut y avoir des pubs, au final YouTube décidera de mettre que 2 pubs. Dans d'autres cas, YouTube peut se dire tiens, cette vidéo elle est virale ou elle est beaucoup recherchée, donc je vais en profiter. Je vais mettre 8 pubs sur les 10 proposées. Sauf que moi mon RPM il va dépendre des publicités qui vont passer, et ces publicités-là, le prix qu'aura payé les annonceurs sera différent. Donc je peux pas vous dire, ben voilà, moi, mon RPM, c'est de 5. C'est-à-dire 5 € pour 1000 vues de publicité. Parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Entre le nombre de publicités qu'a demandé l'annonceur, parce que l'annonceur il dit pas je veux X pub sur telle chaîne, l'annonceur il dit je veux X pub sur YouTube. Après YouTube il décide de les mettre où il veut. C'est pas nous, on n'a aucune visibilité, on a vraiment rien, on n'a pas la main dessus. Là, la seule main mais sur laquelle on a, c'est les endroits où on veut bien qu'il y ait des pubs sur nos vidéos. Mais c'est tout. Le reste, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc c'est pour ça que si vous avez des bloqueurs de publicité ou si vous passez les publicités quand elles passent sur les vidéos, peu importe la vidéo que vous regardez, sachez que si vous avez un bloqueur de publicité ou que vous passez la publicité, nous on touche rien du tout. Et pour beaucoup, c'est la seule source de revenus. Parce que c'est très beau et c'est très idyllique de se dire il suffirait de faire sponsoriser les vidéos par des marques, comme ça c'est pas grave si tu gagnes rien ou si tu gagnes très peu avec les publicités YouTube, sauf que très peu de marques reconnaissent le travail qu'il y a derrière une vidéo entre le temps qu'il faut pour tourner, le temps qu'il faut pour monter, le temps qu'il faut pour faire la description, la barre d'infos. Tout ça, c'est plusieurs corps de métier différents qu'on doit apprendre à maîtriser nous-mêmes. C'est pas forcément hyper facile. Et puis c'est pas forcément notre délire aussi, quoi, parce que faire un montage vidéo, c'est hyper différent que de faire de la couture. Ça n'a strictement rien à voir. Pour autant, si on veut que la vidéo soit qualitative pour que YouTube se dise tiens, elle est bien faite, je vais la mettre en avant, il faut passer un petit peu de temps dessus. Donc c'est très compliqué de gagner sa vie entre guillemets juste avec des vidéos YouTube. C'est pour ça que dans la dernière vidéo, et je pense que je vais le répéter dans les prochaines, s'il vous plaît, désactivez les bloqueurs de publicité parce que ça nous fait perdre pas mal d'argent. Ça, et également ceux qui ont l'abonnement YouTube Premium. Alors ça part d'une bonne intention quand YouTube dit abonnez-vous, vous n'aurez plus de publicité, blablabla. Pour autant, nous derrière, on touche plus rien. Il n'y a plus rien qui rentre. On s'était dit que tiens, il y avait peut-être un pourcentage en fonction des gens qui regardent les vidéos et qui ont l'abonnement. Peut-être que YouTube reverse un pourcentage ou on sait rien. Ça s'avère que non. Donc là-dessus, on se fait un petit peu avoir. C'était ce que je voulais vous expliquer. J'espère que ça a été clair parce que c'est pas
forcément hyper évident à expliquer. C'est pas forcément hyper évident non plus à comprendre entre le coût des annonceurs et le revenu qui nous est reversé, parce que forcément quand YouTube dit, je prends un exemple, hein, si tu veux que si tu veux 1000 vues, enfin 1000 diffusions de ta publicité, ben ça te coûte 100 €. Nous on touche pas 100 €, hein. Nous si on touche 20 ou 30 €, c'est bien. Donc pour vous donner une idée, j'ai regardé du coup quand j'ai discuté avec certaines, je suis allée voir moi mon RPM moyen, enfin, il est de 7,5, entre 7 et 8. Et j'ai des vidéos qui font énormément de vues, énormément, mais je vais avoir un RPM de 1 ou 2 €, ce qui est pas grand chose. Et dans d'autres cas, je vais avoir des vidéos qui vont faire beaucoup moins de vues, et je dois avoir une ou deux vidéos où j'ai un RPM de 20 €. Alors c'est super cool, sauf que c'est des vidéos où j'ai fait 1500 vues. Donc en fait j'ai gagné 20 balles, 25 balles, pas plus. Mais c'est le jeu, tant pis, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais voilà, faut savoir qu'on n'a pas on gagne pas un truc fixe par mois, c'est vraiment quelques euros par-ci par-là, mais c'est quelques euros qui sont quand même agréables à recevoir, parce que ça me permet, dans mon cas par exemple, hein, je parle pas pour les autres, je parle juste dans mon cas, moi ça va me servir à acheter une nouvelle caméra. Dernièrement, enfin du coup la caméra avec laquelle je filme, voilà, je l'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné sur YouTube, mais ça me sert aussi, le dernier achat en date, c'est le micro. Normalement vous avez dû repérer une petite différence de son. Et il y a une chose qu'il faut pas oublier aussi, donc je vous ai dit tout à l'heure sur 100 € que paye l'annonceur, nous on envoie peut-être 20 €. Puis sur les 20 €, faut pas oublier que l'État vient se servir d'un quart. Voilà un peu. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez éviter d'utiliser les bloqueurs de publicité sur YouTube, ça sera vraiment sympa pour plein de monde. Et là, je parle vraiment pas que dans mon cas, mais tous les créateurs de contenu, que ça soit des gens qui font de la couture, ou si vous regardez plus des gens qui jouent aux jeux vidéo, ou qui font des concepts de vidéos assez sympas. Enfin, vraiment, je vais pas avoir de pince, donc ça je le ferai après. Désactiver tout ça. Je sais que c'est chiant, mais dites-vous que ça aide en fait les créateurs de contenu à faire ça, parce qu'il y en a énormément qui font ça en tant que micro-entreprise. Et c'est pas leur job à temps plein. C'est avec ça qui leur permet de gagner quelques euros et d'avoir des petits investissements qui vont améliorer la visibilité de la chaîne, enfin la visibilité de l'image, c'est-à-dire ce que vous voyez, ou qui vont améliorer le son, qui vont leur permettre d'acheter un meilleur ordinateur pour faire du montage plus vite, donc elles vont gagner du temps pour faire plus de vidéos, plus de contenu, etc. Voilà, c'est vrai que c'est très égoïste. C'est vrai que c'est moi qui ai décidé de faire des vidéos YouTube. J'aime bien faire ça. Je vois que vous aimez bien. Si ça me permet de gagner un peu d'argent pour acheter des tissus, acheter de la fourrure par exemple, enfin de la fausse fourrure bien sûr, pour acheter des tissus, etc., pour vous refaire quelque chose, voilà, on est un peu gagnant-gagnant, sauf que s'il y a des bloqueurs de pub, c'est plutôt gagnant-perdant. Moi je perds tout là-dedans. Voilà. J'ai donc épinglé au fur et à mesure que j'étais en train de parler, j'ai donc épinglé le devant, donc je vais vous montrer sur moi, mais enfin l'ouverture devant, l'encolure, le bas et le dessous des bras. J'aurais pu épingler le bas aussi, mais j'ai pas assez de pince, donc je vais d'abord coudre ça, et puis ensuite je vous montrerai à quoi ça ressemble, parce que j'ai pas fermé les côtés, et je vais pas fermer les côtés tout de suite, parce que il faut que je puisse laisser une ouverture pour tout retourner après. Donc d'abord on coud ça là où j'ai mis, je vous montre un peu pour que vous voyez, c'est là où il y a les pinces, donc c'est vraiment sur l'ouverture devant, au niveau du col. Et là si je reprends, donc j'ai pas épinglé le côté, par contre j'ai épinglé toute l'emmanchure, l'autre côté n'est pas épinglé. Et dites-vous que vous pouvez épingler dans la foulée le dos, mais moi comme je fais avec des pinces et que j'en ai pas assez, je le ferai dans un deuxième temps. J'ai terminé de coudre là où il y avait des pinces, plus... Attendez, vous êtes un peu bas. Je disais donc, j'ai terminé de coudre là où j'avais des pinces, plus la partie du dos que j'avais pas pu épingler avec les pinces parce que j'avais pas assez de pinces. Voilà ce que ça donne pour le moment. Attendez, il me reste une pince qui traîne là. Hop, je vous avoue comme ça ressemble pas à grand chose, mais c'est l'idée générale. J'ai tout qui est sur l'envers. Et si je retourne ici, vous voyez bien, on a la doublure cousue avec la fourrure ici. Je trouve que le rendu des deux est trop bon. Bref, là n'est pas la question. Maintenant, la question va être de coudre les côtés, parce que ça serait bien de refermer au bout d'un moment. Je vais essayer de mettre tout ça comme il faut. Une fois que tout est cousu, on retourne sur l'endroit et on a déjà une petite idée de ce à quoi va ressembler le vêtement final. On a donc, je vais le mettre dans votre sens, hop là, le devant. Donc là, on a un pan de devant, le pan de l'autre devant. Par contre, les pans sont pas accrochés sur les côtés, hein, cette étape-là. Et le dos, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à l'intérieur, j'ai bien ma petite étiquette personnalisée. Je vais remettre tout ça à plat devant moi et on va coudre les côtés. On va le faire en plusieurs temps. Donc d'abord, on va prendre un côté, peu importe lequel. On va l'épingler
et on va laisser une ouverture dans le côté doublure, donc dans la partie qui est claire pour moi. Je vais juste me mettre une épingle comme repère de démarrage de couture. Pareil à la fin, un repère pour l'arrêt, je veux dire l'arrêt de la couture dans la partie doublure quoi. Hop. Et ensuite, le reste, je peux épingler normalement. Donc je vais mettre des pinces pour la partie doublure, c'est plus épais. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mettre les poils dans le bon sens. Je vais faire attention qu'il n'y ait pas un poil qui se mette à l'envers quand je vais épingler. Et à cette étape-là, il faut ressortir les poches. Alors dans mon cas, vous, si vous n'avez pas mis de poche, vous n'en avez pas. Mais pour le passage des poches, bien les mettre, bien les superposer, pour pas que ça crée de décalage. Et ensuite, toujours, avec le doigt, on vient bien positionner les poils comme il faut. Donc là, j'ai fait le côté. Ensuite, j'épingle la poche. Rien de bien compliqué pour ça. Enfin, les poches côté, c'est vraiment les poches les plus faciles. Pas de problème à avoir là-dessus. Je vais juste... Alors... ici et là avec l'autre côté je suis un peu perdue là ici. Faut pas hésiter à tourner un peu son tissu, mais c'est une toute petite zone le côté, mais ça se fait assez bien. De toute façon après quand ça sera sous la machine, au fur et à mesure qu'on aura cousu, on pourra tourner un peu le tissu, ça ira bien. Si vous le faites, vous comprendrez le moment de la couture. Donc je viens de finir la couture, je vais la retourner sur l'endroit. Hop. Donc ma poche peut rester à l'intérieur. Hop. Et sur le côté, on a bien... Hop. Montrer, donc là c'est l'emmanchure, on a bien la couture côté ici et l'ouverture de la poche qui va être là. Voilà, je sors la poche pour que vous la voyez. Il me restera à faire comme tout à l'heure, à flouter les poils, donc à les ressortir, mais bon ça je ferai plus tard, vous avez bien compris. Et à l'intérieur de ce côté là, j'ai bien l'ouverture par laquelle j'ai pu coudre. Et on va faire exactement la même chose pour l'autre côté, sauf que là on va pas laisser d'ouverture puisque elle est déjà là. Par contre je vais épingler, je vais tout tirer par l'ouverture, je vais coudre et après je vais remettre. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose à l'écran, mais on va essayer. Alors, petite technique pour bien mettre, je vais juste commencer à épingler les bons côtés ensemble quand j'ai tout sur l'endroit et ensuite je vais tirer par l'ouverture pour retourner tout ça. Une pince là. Grossièrement, hein, c'est juste pour savoir quel côté va avec quel côté. Pour en mettre une aussi pour la poche, tant qu'à faire. Hop, je vais tout prendre par l'ouverture, laisser, je ressors tout bien comme il faut. Et maintenant, j'ai plus qu'à épingler tout ça. Donc là, c'est la couture côté doublure, couture côté fourrure avec la poche. Donc il faut que je couds tout ça. Et ensuite, hop, par le trou, j'ai plus qu'à tout ressortir. Je suis arrivée à court de canette en plein dans la couture. Je suis ravie. Bon, du coup, j'ai refait une toute petite canette parce que comme il me reste pas beaucoup de couture à faire, j'ai pas fait une canette pleine. J'en ai fait vraiment une toute petite, vous voyez, elle est pas pleine du tout. Ça sera suffisant pour ce qu'il me reste à faire. Bon du coup je repars quoi pour finir cette couture. Et voilà. Donc ça je vais mettre sur le côté. De toute façon j'en ai plus besoin. Ça ressemble à ça. Il faut tout retourner maintenant. Enfin tout retourner. On va juste repousser par le trou. J'ai mis deux ouvertures. Ça c'est plutôt pas mal. Sur un côté, hop. Donc c'est le côté que je viens de faire. Est-ce que vous voyez la couture? Je vous aide. La poche est là. Voilà. Donc la couture est ici. À l'intérieur c'est comme ça. On voit. Donc la couture est bien fermée. Faut que je retourne les coins après. Et de l'autre côté, hop, manche, couture côté, je pense que vous la voyez bien, là, je vous aide, hop, elle est là. Et de l'autre côté, c'est ouvert, donc ça, je vais le fermer à la main, parce que je trouve ça plus joli. Si vous avez la flemme, vous pouvez le faire forcément à la machine à coudre, mais du coup le point se verra. Par contre, si vous partez sur l'idée de faire un gilet réversible, et là, faites-le à la main, parce que comme ça ne se verra pas. Et si vous faites un gilet réversible en mettant également des poches dans la partie, enfin des deux côtés, vous aurez à la fois des poches à l'extérieur et dans la doublure, vous aurez un gilet réversible avec des poches et ça je trouve ça trop cool. Donc j'avais cranté mais je vous ai pas montré, donc j'avais montré hors caméra les arrondis des emmanchures. Maintenant il faut que je sorte, je vais profiter de pas avoir fermé pour bien ressortir l'arrondi du bas ici, également l'arrondi de l'autre côté, et je vais vous montrer que pour avoir une jolie finition en bas, il va falloir sortir les poils. Mais pour ça, je vais peut-être changer d'objectif pour que vous puissiez mieux voir, ou alors je vais me rapprocher de la caméra. Je vais voir. J'espère que la mise au point se fera bien sur mes mains, parce que j'ai décidé de ne pas changer d'objectif. Donc l'idée, c'est regarder le bord. Vous voyez, on a des poils qui sont pris dans la couture, donc là c'est la couture de la doublure. Et vous voyez, il y a des poils qui sont pris entre les deux. Je pense qu'on voit mieux ici. L'idée, c'est de faire ressortir les poils. Donc vous voyez, je vais tirer juste avec les doigts pour les faire sortir. Mais l'idée, ça serait d'avoir un petit poinçon. Alors, j'en ai pas. Je vais essayer avec ça, peut-être. Avec le découvite. Mais l'idée, c'est de faire vraiment sortir
les poils qui sont pris dans la couture. Ah, j'espère que ça fera bien la mise au point là. L'idée c'est vraiment de les faire sortir, faut pas les couper, hein, mais dans l'autre sens. C'est vraiment de faire sortir les poils, vous voyez? Ceux-là je les ai sortis et les autres sont pas sortis à côté. Donc l'idée c'est de faire tout ressortir pour que ça soit vraiment hyper joli et que ça fasse pas un bord comme ça, tout dégueu. Donc ça, je pense que ça va être mon occupation de la soirée. Mais c'est le seul petit côté un peu dommage en couture, c'est qu'il faut ressortir les poils pour que ça fasse joli. Mais moi par contre, je vais pas faire de surpiqûre. Attendez, je vous remonte. Ouh là, voilà. Moi, je vais pas faire de surpiqûre. Vous pourriez en faire une si vous voulez. Je trouve ça un peu inutile, surtout que la doublure n'a pas tendance à ressortir sur l'extérieur. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la fourrure qui a tendance à rentrer à l'intérieur. L'idée maintenant, c'est donc de fermer à la main ici l'ouverture qu'on a utilisée pour retourner le gilet. 2, de sortir les poils de la couture du bas. La couture côté, à la rigueur, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on a cousu entre 2 lignes. Mais pareil, la couture côté, j'espère qu'on verra bien. Allez, vous voyez, les poils sont pris dans la couture. Et en fait, on va venir tout retirer. On se cache derrière pour pas que ça détecte le visage. Hop, va falloir tout venir retirer ici. Ça va être un petit jeu de patience, mais je pense que c'est un petit jeu de patience que je vais faire devant la télé. Voilà. Et évidemment, je suppose que vous voulez voir le vêtement porté. Donc, je vous montre tout ça.